nous sommes dans des rencontres philosophiques consacrées à la vérité. Je vous propose dans cette intervention, et en m'appuyant sur la pensée de Descartes, d'essayer de répondre à la question: la vérité existe-t-elle, ou bien y a-t-il de la vérité? Et si tout se déroule comme Descartes l'a prévu, la réponse que je vais vous présenter à cette question est à mon avis définitive, de sorte qu'en sortant d'ici, vous devriez avoir réglé une bonne fois pour toutes la question: la vérité existe-t-elle? Voilà. Et vous conviendrez avec moi que si en sortant d'ici vous avez réglé une bonne fois pour toutes la question: la vérité existe-t-elle? Eh bien vous n'aurez pas perdu votre temps cet après-midi. Alors l'histoire de la philosophie, l'histoire de la pensée peut, je crois, se lire comme une série de débats ou de combats, quand on appelait ça des antinomies, entre des thèses affrontées. Par exemple, vous avez un débat récurrent entre des gens qui pensent que nous sommes libres et d'autres qui estiment que nous ne le sommes pas. Vous avez un autre débat entre, d'une part, des gens qui pensent que toutes nos connaissances viennent des sens, ce sont les empiristes, et d'autre part, des gens qui estiment que pour expliquer la façon dont nous connaissons les choses, il faut d'autres sources que les sensations. Parmi ces débats, il y en a un qui est peut-être le plus fondamental, dans la mesure où il est la condition des autres. C'est un débat entre, d'une part, ceux qui estiment que la vérité existe, et que nous pouvons la connaître, et d'autre part, ceux qui pensent que la vérité n'existe pas, ou que si elle existe, nous n'avons pas les moyens de la connaître, de l'atteindre. Les premiers, ceux qui pensent que la vérité existe et que nous avons les moyens de la connaître, sont ceux qu'on appelle les dogmatiques. Alors, il faut faire attention, dans le lexique des philosophes, le mot n'est pas immédiatement péjoratif. Dogma en grec, c'est l'opinion, la thèse. Donc un dogmatique, c'est quelqu'un qui pense qu'on peut à bon droit soutenir des thèses, avoir des opinions, en défendant leur vérité. Et donc, vous voyez, on va évacuer la connotation péjorative que le mot a pris dans le langage ordinaire. Et puis le camp d'en face, ceux qui pensent que la vérité n'existe pas ou que si elle existe, nous n'avons pas les moyens de l'atteindre, ce sont ceux qu'on appelle les sceptiques, ou encore les pyrrhoniens, du nom de Pyrrhon, un philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui est un des fondateurs du courant de pensée sceptique dans l'Antiquité. Donc ce grand combat qui scande l'histoire de la philosophie entre dogmatiques et sceptiques, il y a eu un moment dans l'histoire de la pensée où il a été pris extraordinairement au sérieux et porté à un degré d'incandescence tout à fait remarquable. Ce moment, ce sont les deux premières méditations du texte de Descartes qui s'appelle Méditation métaphysique et qui est paru en 1641. Alors je ne suis pas là pour faire de l'histoire de la philosophie savante, donc je vais vous passer les détails et les circonstances de publication de ce texte. J'attire simplement votre attention sur une de ses spécificités qui explique ce que nous allons faire à présent. C'est un texte qui n'est pas seulement constitué, comme la plupart des livres de philosophie, d'un exposé suivi de thèses accompagnées des raisonnements qui les établissent. Ça, exposé suivi de thèses accompagnées des raisonnements qui les établissent, c'est le cas de tous les livres de philosophie. Mais le livre de Descartes propose en plus le récit d'un parcours intellectuel qui a été effectué par Descartes lui-même, pour autant qu'on le sache. Et l'ouvrage est construit de telle façon que, dans l'acte même de la lecture, le lecteur est invité à accomplir ce parcours pour son propre compte. Et donc on pourrait dire, vous voyez, le volet théorique ou démonstratif du texte est doublé par ce qui s'apparente à des exercices spirituels. Michel Foucault, dont on reparlera souvent sûrement ce week-end, disait, je vous mets ce texte au projecteur, c'est cette double lecture que requièrent les méditations, un ensemble de propositions formant système que chaque lecteur doit parcourir s'il veut en éprouver la vérité, ça, comme tous les livres de philosophie, mais aussi un ensemble de modifications formant exercice que chaque lecteur doit effectuer, par lesquelles chaque lecteur doit être affecté s'il veut être à son tour le sujet énonçant pour son propre compte cette vérité. Pour le dire autrement, dans le lexique d'aujourd'hui, on pourrait dire que les méditations cartésiennes sont un livre interactif, ou bien encore, alors je parle peut-être aux plus jeunes là, c'est l'analogue philosophique de ces livres qui sont classés dans la catégorie livres dont vous êtes le héros. Vous avez joué à ça quand vous étiez petit? Ouais. Voilà, bon. Donc aux lecteurs qui acceptent de jouer le jeu, les méditations proposent de vivre une véritable expérience intellectuelle, de devenir le héros du texte, et c'est cette expérience-là que je vous propose de réaliser ensemble à présent.
Alors, quelques remarques avant de nous lancer. Il s'agit de méditer, ce sont des méditations, n'est-ce pas? Donc, autant que possible, il faut être au calme, décontracté, bien installé. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut baisser un peu la lumière, s'il vous plaît? Voilà. Bien. Deuxièmement, nous allons faire en 45 minutes quelque chose dont Descartes dit que normalement, il faut une journée pour l'accomplir. Donc, les conditions de notre méditation ne sont pas tout à fait optimales. C'est une méditation, un exercice, il faut que les choses aient le temps de s'inscrire en nous, de sédimenter. Alors là, nous allons aller un peu vite. Bon, mais ça ira quand même. Et puis enfin, lorsqu'il évoque cet exercice, Descartes dit deux choses. Alors cet exercice, selon lui, tout le monde, enfin non, pardon, tous les gens qui s'intéressent à la philosophie, puisque vous êtes ici, c'est votre cas, doivent l'avoir réalisé une fois dans leur vie. C'est le moment de vérité. Voilà, c'est le moment où on se pose vraiment, une bonne fois pour toutes, la question de la vérité. Mais, dit aussi Descartes, il est hors de question de faire ça tout le temps. Il faut ne le faire une fois dans sa vie, mais il faut ne le faire qu'une fois dans sa vie. Parce que si on le réalise avec le sérieux requis, cet exercice, explique toujours Descartes, peut être psychologiquement et intellectuellement dangereux. Vous allez voir, c'est sous certains aspects un peu déstabilisant, c'est quelque chose qui serait existentiellement intenable si on le prolongeait au-delà de cette parenthèse méditative dans laquelle nous allons nous plonger. Donc là, tout va bien, je pense aux plus jeunes à nouveau, on va ne le faire qu'une fois, vous êtes sous contrôle, vous êtes avec vos enseignants de philosophie bien aimés, donc vous êtes placés sous leur bienveillante protection, mais voyez, c'est comme le catch à la télé, ne faites pas ça chez vous, voilà, ne faites pas ça chez vous une fois. Bon. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons prendre le sceptique au sérieux. C'est-à-dire que nous allons poser de façon frontale et presque ingénue la question, y a-t-il de la vérité? Le sceptique me dit que la vérité n'existe pas ou se situe hors de méprise, que tout est par conséquent douteux. Nous allons lui répondre d'accord. D'accord? Voyons cela et testons donc ensemble l'ensemble de nos prétendues connaissances. Descartes parle des croyances ou des opinions, le mot a été prononcé tout à l'heure, donc toutes les connaissances accumulées depuis nos enfances, de façon à trier celles qui sont douteuses et celles qui sont assurées. Et donc c'est ça que nous allons réaliser à présent, c'est ça la première méditation de Descartes, c'est un grand test. Nous allons passer en revue nos connaissances pour voir si elles résistent ou si elles ne résistent pas aux raisons d'en douter que peut leur opposer un sceptique. Et pour mener à bien ce grand test, nous allons ne pas nous faire de cadeaux, nous allons vraiment jouer le jeu du sceptique, et pour cela nous allons exagérer. C'est-à-dire que nous allons prendre en compte toutes les raisons de douter de nos connaissances envisageables, même les plus bizarres, même les plus baroques, même les plus extravagantes, Descartes dit même les plus hyperboliques. Donc c'est pour ça qu'on parle du doute hyperbolique de Descartes, c'est-à-dire que l'espace d'une méditation, donc dans les 35 minutes qui nous restent, nous allons exagérer. Voilà. Toute opinion, toute thèse suspecte sera tenue pour fausse tant qu'on n'aura pas prouvé qu'elle est absolument indubitable. Et vous voyez pourquoi c'est un peu déstabilisant psychologiquement, voire dangereux, parce qu'évidemment, cela doit rester ponctuel. Dans l'enceinte confortable du grand atelier du Lu, ça va bien, mais ce serait évidemment inconfortable, voire intenable, de vivre en adoptant des attitudes pareilles. Enfin, dernière remarque, nous sommes chez Descartes. Vous le savez, Descartes, c'est un philosophe, il a écrit le discours de la méthode, donc c'est un philosophe méthodique. Donc au lieu de s'y prendre n'importe comment, nous allons procéder de façon organisée. Et pour douter méthodiquement, dit Descartes, le plus simple, c'est de procéder en 3 temps. Et la quasi-totalité de la méditation que nous allons réaliser ensemble va être organisée selon la réitération d'un schéma en 3 temps. Nous allons, dans un premier temps, identifier ou désigner un domaine du savoir, ou prétendu tel. Donc, on va dire, voilà un paquet de choses que je pense vraies.
Nous allons, dans un deuxième temps, déterminer des raisons de douter de ces choses, voir si elles sont aussi solides ou aussi assurées qu'elles en ont l'air de prime abord. Ça nous conduira à en douter, mais il y aura des effets de résistance, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles choses, troisième temps, qui vont résister à la raison de douter que nous venons de convoquer, et contre ce nouveau domaine du savoir qui résiste à la raison de douter précédente, nous allons chercher à invoquer une nouvelle raison de douter, ce qui nous ramène à la même séquence en 3 temps. Alors c'est un peu abstrait, mais vous allez voir, à l'usage, c'est tout à fait efficace. C'est un dispositif bien pensé qui permet à la réflexion d'avancer et cela va se clarifier. Bien, donc c'est parti, méditons. Est-ce qu'on peut baisser encore un peu la lumière, s'il vous plaît? Voilà. Donc, le test commence. Parmi les énoncés que je tiens pour vrais, beaucoup proviennent des données fournies par les sens. La sensation. La sensation, c'est notre mode de rapport au monde le plus normal, le plus quotidien, le plus banal. Donc voilà un premier paquet de vérités, ou prétendues telles, que je vais considérer, ce sont les informations des sens. Or, ces informations des sens, il est indiscutable qu'elles sont parfois erronées. Pas toujours. Il y a que dans les dissertes de philosophie qu'on dit que les informations des sens sont toujours erronées. Heureusement que non. C'est celles qui nous permettent de vivre. Mais parfois, c'est évident, les philosophes aiment beaucoup parler de ces cas un peu particuliers où, à l'évidence, les sens dysfonctionnent, notamment les illusions. Les illusions d'optique, vous prenez un bâton, il est droit, vous le mettez dans l'eau, vous le voyez brisé, vous le ressortez, il est droit, vous le remettez dans l'eau, il est brisé. La lune à son lever, vous regardez la lune à son lever, elle a l'air grosse, et puis après, une fois qu'elle est montée dans le ciel, elle a l'air beaucoup plus petite, alors qu'elle est à la même distance de la Terre. Il y a des mirages qui vous font apercevoir une oasis dans un désert où il n'y a rien, etc. Donc il est absolument indiscutable que les informations des sens sont parfois trompeuses. Je suis dans une logique de l'excès, j'ai décidé d'exagérer, d'accord ? Donc je vais concéder aux sceptiques que puisque quelques informations des sens sont parfois douteuses, toutes doivent être considérées comme toujours fausses. J'exagère, hein ? Avec du parfois, je fais du toujours, mais j'ai choisi de me placer dans cette logique de l'hyperbole. Et comme j'ai décidé de jouer le jeu du sceptique, j'assume cette exagération. Et donc, dans cette optique, il est clair que les informations des sens ne m'offrent pas la certitude ou la vérité que je recherche. Exit donc les informations des sens. Résistance. Quelque chose résiste à cette première salve du doute. Mon corps. Pour pouvoir être trompé quand je sens, quand j'ai des sensations, il faut au minimum que je sois sentant, c'est-à-dire doté d'un corps affecté de diverses façons. Donc on a envie de rétorquer aux sceptiques, d'accord, considérons les informations des sens comme douteuses, mais le fait que je sois doté d'un corps qui collecte ces informations même douteuses, lui, est assuré. Le sceptique contre-attaque. Il demande, mais est-ce si sûr? Est-ce si sûr? Et comme on lui a donné le droit d'exagérer, il exagère. Alors pour exagérer, on va mobiliser un thème qui est très présent dans les œuvres artistiques de la période baroque. C'est le mouvement artistique contemporain du temps où Descartes écrit. Vous trouvez ça par exemple au XVIIe siècle dans La vie est un songe de Calderon, dans L'illusion comique de Corneille, un peu avant dans La tempête de Shakespeare. Ce thème, vous le trouvez encore exploité par le cinéma contemporain qui ici n'a rien inventé. On peut penser à des films comme Total Recall, Matrix ou Inception. Ce thème, c'est celui de la confusion toujours possible entre rêve et réalité. Prenons ça au sérieux 2 minutes. Il vous est arrivé de rêver que des choses arrivaient à votre corps, je sais pas, que vous aviez des ailes, que vous faisiez du ski, enfin des choses comme ça, alors que vous étiez dans votre lit. Et de plus, et je continue à exagérer, qu'est-ce qui vous prouve que vous ne rêvez pas, que vous êtes dans votre lit? Alors on arrête 2 minutes et je vous laisse vous poser sérieusement la question en exagérant. On a dit qu'on exagérait. Vous êtes au lit, là, assis à côté de quelqu'un. Est-ce si sûr? Voilà.
Est-ce si sûr? Après tout, et Descartes a raison, hein, c'est comme il le dit, dans le moment où nous rêvons, il n'y a pas de marque très certaine qui désigne le rêve comme rêve. Voilà, nous n'apercevons pas le rêve en tant que rêve quand nous rêvons, il est affecté du même coefficient de la réalité que la réalité. Et donc ces choses de la réalité desquelles vous êtes convaincus à présent, vous avez un corps disposé de telle ou telle façon au lieu unique. Si vous y réfléchissez un peu sérieusement et en exagérant, qu'est-ce qui vous prouve que ce n'est pas un rêve? Je vous laisse vous poser la question quelques secondes. Alors, le sceptique est un adversaire pénible, hein, mais je dois reconnaître que sous cet angle, il se pourrait que la vie soit un songe. Donc l'ensemble des informations que je crois avoir sur mon corps n'a peut-être pas plus de réalité qu'un rêve. Et donc, ce n'est pas de ce côté-là non plus que je vais trouver la certitude absolue que je recherche. Alors, vous voyez mieux pourquoi c'est dangereux. Parce que si vous ne pouvez faire confiance ni aux informations des sens, ni même au simple fait que vous avez un corps, la vie va vite devenir très compliquée. Imaginez-vous, chez vous, vous êtes dans votre chambre, il y a votre mère qui vient dire « mais ça fait 10 minutes que je t'appelle, le dîner est servi », vous répondez même à maman « j'ai suspendu la réalité du monde extérieur ». Donc, votre mère insiste, vous lui dites « ah mais je ne viendrai pas manger tant que je ne suis pas convaincu, absolument certain que ce n'est pas un rêve là que tu es en train de me faire ». Vous allez mourir de faim, en fait, ça se passera. Donc, il faut faire attention avec ce genre de choses-là. Quelque chose résiste à cette nouvelle attaque. Le contenu des rêves, alors d'accord, bon, nous avons déréalisé le monde, nous rêvons, le contenu des rêves a des caractéristiques que le statut éventuellement fictif du rêve ne remet pas en cause. Par exemple, toujours que je rêve ou que je sois éveillé, 2 plus 2 font 4, et un carré procède les mêmes propriétés géométriques. Je peux rêver que je vois 2 pigeons et 2 pigeons, mais que je rêve ou que je ne rêve pas, ça fera toujours 2 plus 2, 4 pigeons. Donc Platon dit cela dans le Thé et Tête, et c'est sans doute à Platon que Descartes pense à ce moment de sa méditation. Donc on a envie de dire aux sceptiques, d'accord, pour les étapes précédentes, mais là, avec les mathématiques, on touche du vrai-vrai. De la certitude catégorique. Et vous savez, si vous avez fait un peu de philosophie, que depuis Platon, les philosophes ont fait des mathématiques un modèle accompli de savoir assuré, une sorte de place forte, de bastion de vérité que n'ébranlent pas les assauts du doute. Alors le sceptique ricane, et il réplique « Est-ce si sûr ?» Et comme on lui a donné le droit de se servir de tous les arguments et même les plus invraisemblables, il va les utiliser. Et donc, mais alors c'est là que, quand vous regardez le détail des textes de Descartes, c'est là que ça devient dangereux, selon lui, on peut supposer qu'il existe une puissance mauvaise, alors on peut appeler ça un dieu trompeur, Descartes parle aussi de mauvais génie, qui s'ingénie à me tromper chaque fois que je crois connaître avec certitude une vérité, même mathématiques. Vous avez tous fait cette expérience, c'est une expérience très, très déstabilisante. Vous croyez parfaitement assuré de quelque chose, vous êtes sûr. Et puis soudain, vous réalisez que c'est faux. Que vous êtes opiniâtré à défendre quelque chose d'erroné. On pourrait imaginer que ce soit toujours comme ça. C'est-à-dire qu'une puissance maléfique falsifie notre pensée, alors même que nous estimons avoir atteint les conditions de la plus parfaite évidence. Alors Descartes est le premier à convenir qu'il s'agit d'une raison de douter hyperbolique. Il dit dans son lexique qu'elle est bien légère et pour ainsi dire métaphysique. Et vous voyez, c'est la seule occurrence du mot métaphysique dans ce texte, les méditations métaphysiques. C'est une occurrence péjorative, c'est exagéré, c'est abstrait. Mais, dans la logique radicale d'exagération où nous avons accepté de nous placer, il faut en tenir compte. Donc, nouvelle victoire pour le sceptique, exit la certitude des mathématiques. Alors surtout, ne faites pas ça chez vous. Si vous êtes en train de jouer le jeu que Descartes est en train de vous demander de jouer, vous êtes au bord de la folie. Vous êtes au bord de la folie, ou peut-être vous êtes en train d'expérimenter ce que c'est qu'être fou, c'est-à-dire que vous devez considérer comme erroné
vos pensées alors même qu'elles semblent bénéficier des conditions qui leur confèrent la plus grande exactitude. Donc voici un tableau qui récapitule ce que nous venons de faire. D'accord, vous retrouvez mon schéma tripartite, objet dont on doute, raison de douter, résistance au doute, et puis les différentes étapes que nous avons parcourues. Alors on ne peut pas aller plus loin dans le doute, tout a été rendu douteux. Il n'y a guère qu'une chose dont nous n'avons pas encore douté, c'est Dieu, de l'existence de Dieu. Nous avons affirmé l'existence d'un Dieu trompeur, mais allons-y, bien sûr qu'il y a de bonnes raisons de douter de l'existence de Dieu. C'est même beaucoup moins assuré l'existence de Dieu que la vérité des mathématiques. Pour ne pas quitter le XVIIe siècle, pensez au Don Juan de Molière, en train de provoquer ce brave Sganarelle. En quoi croyez-vous, Don Juan? Je ne crois ni à Dieu, ni à diable, ni au moine bourru, mais je crois que 2 et 2 font 4, Sganarelle, et que 4 et 4 font 8. Donc bien sûr qu'il faut aussi douter de l'existence de Dieu, et dans son texte, Descartes le fait discrètement, parce qu'on est au XVIIe siècle, il faut quand même faire attention lorsqu'on aborde ce genre de sujet, mais bien entendu qu'il faut, dans la logique dubitative où nous sommes placés, douter également de l'existence de Dieu. Où en sommes-nous? Les objets des sens, mon corps, les sciences et les mathématiques doivent être considérés comme douteux. Plus rien n'est vrai. Le grand test des opinions tourne à la dévastation. L'un après l'autre, les domaines du savoir présumés assurés ont révélé leur fragilité, puis se sont écroulés. Une atmosphère de fin du monde règne sur le grand atelier du lieu unique. Et notre désir de vivre un moment de vérité, de trouver de la certitude, est en train de se commuer en danse de mort avec le sceptique qui semble avoir triomphé. Le jeu que j'ai voulu jouer conduit la pensée à la catastrophe. Plus rien ne semble assuré. Et là, dans la narration que Descartes nous donne de la façon dont il a accompli la méditation que nous sommes en train de réaliser, on trouve la trace d'un moment de panique intellectuelle. Descartes dit qu'il a éprouvé le sentiment d'avoir perdu pied, de couler. Je cite, « C'est comme si tout à coup j'étais tombé dans une eau très profonde. Je suis tellement surpris que je ne puis ni assurer mes pieds dans le fond, ni nager pour me soutenir au-dessus. » Nous nous sommes noyés. Parce que la partie que nous avons jouée avec le sceptique était un jeu de dupes. Nous avons perdu, nous avons à notre tour versé dans le scepticisme, même pas le scepticisme sympathique, ironique et souriant qu'on rencontre parfois, et qui était peut-être celui de l'adversaire que nous avons voulu défier, mais le scepticisme triste et résigné de celui qui désirait trouver la vérité et n'y est pas parvenu. Et puis non. Je sombre, je coule dans les eaux du doute, mais soudain, je touche le fond, je rebondis en un moment de révolte intellectuelle, rageuse, une sorte de cri de protestation à destination du sceptique et de ses arguties. Ce cri de révolte, c'est ce qu'on a pris l'habitude contestable, on en reparlera tout à l'heure si vous voulez, on va la conserver pour le moment, cette habitude, d'appeler le cogito. Descartes en a donné différentes formulations, ce qui indique sans doute que ce qui est important, c'est l'expérience intellectuelle que nous sommes en train d'accomplir, plus que la formulation qu'on peut en donner. Voici les 3 principales formulations du cogito, enfin de cet énoncé que nous avons pris l'habitude d'appeler le cogito. Ego sum, ego existo, soit en latin, soit en français, moi je suis, moi j'existe, en 1641 dans la seconde des méditations métaphysiques. Dubito ergo sum, je doute donc je suis. Dans la version latine qui nous est parvenue d'un dialogue, la recherche de la vérité par la lumière naturelle, dont on ignore la date et qui est inachevée. Et puis enfin, la formule que la tradition retient le plus volontiers, celle qu'on trouve en français dans la 4e partie du discours de la méthode en 1637, « Je pense, donc je suis ». Qu'est-ce que c'est le cogito? C'est la réaction agacée, peut-être désespérée en un sens, face aux arguties du sceptique, le sursaut rageur du méditant qui, au terme de sa coulée dans les eaux du doute, dit « Mais enfin, il faut au minimum un sujet, au sens grammatical, rien de plus, aux actes de doute qui viennent d'être effectués. » Et vous voyez, on peut préférer au « je pense, donc je suis » que la tradition a plus volontiers retenu, le « moi je suis, moi j'existe » des méditations métaphysiques, avec une dimension agacée. Enfin, ça suffit, voilà, ça suffit, ça au moins c'est vrai. Moi je suis, moi j'existe. Et comme le dit Descartes dans le discours de la méthode, bas de la diapositive, cette proposition est si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques ne sont pas capables de l'ébranler. En un instant, la situation s'est renversée, la partie a été gagnée.
Le sceptique est battu sur son propre terrain, puisque c'est en poussant au bout la logique du doute que je viens de renverser la situation. Un énoncé au moins échappe au doute. Je pense, donc je suis. Alors, je vais vous demander de prendre ça au sérieux. Est-ce que vous voulez bien éteindre les lumières, s'il vous plaît ? Je vais vous demander de prendre au sérieux ce que je vous demande de faire. Là, ça ne rigole plus, hein. Nous sommes au point nodal de la chose. Il s'agit tout simplement de savoir si nous sommes capables de penser quelque chose de vrai. Ou pas. Donc, choisissez celui des trois énoncés cartésiens qui vous convient le mieux. Voilà, et maintenant, vous avez une minute, on va dire, pour essayer de le rendre douteux. Bien. On peut remettre la lumière, s'il vous plaît. C'est énervant, hein, n'est-ce pas? C'est énervant. C'est énervant. Ça, vous pouvez le refaire. On a été un peu vite. Ça, vous pouvez le refaire chez vous. C'est pas dangereux. Il n'y a pas de problème. Que se passe-t-il si vous fonctionnez comme moi? Vous n'arrivez pas à rendre cet énoncé douteux, puisque plus vous essayez de le rendre douteux, plus vous le validez. Plus vous doutez, plus il faut au minimum que vous soyez pour accomplir les opérations de doute que vous accomplissez. Et donc pour ma part, depuis que j'ai lu Descartes, il y a une trentaine d'années, et réalisé à sa suite et pour mon compte l'expérience du cogito et du doute, enfin du doute et du cogito, je ne parviens plus à comprendre qu'on puisse être sceptique. Entendons intégralement et définitivement sceptique, c'est-à-dire déclarer rien n'est vrai, ou tout est douteux, ou bien encore je ne suis certain de rien. La force du cogito, c'est de proposer à chacun, quelle que soit son époque et sa situation, une expérience abordable, vous avez vu, c'est pas compliqué, et qui manifeste de façon limpide que le scepticisme poussé à l'extrême est une position contradictoire, qui s'autodétruit. Affirmer tout est douteux, ou je ne suis certain de rien, c'est nécessairement poser dans l'acte même de cette affirmation un sujet qui fait sien ses énoncés, et donc au minimum qui existe. Le fait même que j'assume les propositions « rien n'est vrai » ou « tout est douteux » suppose une exception à leur universalité proclamée. Je suis, j'existe, je pense, c'est vrai. Et donc je suis désolé, mais je suis désolé s'il y en a parmi vous que ça chagrine, mais je crois que nous venons de faire l'expérience de la vérité, d'éprouver qu'en un lieu au moins, le cogito, nous sommes capables d'atteindre la vérité. Et ce que vous venez d'éprouver fugacement, mais recommencez chez vous si vous voulez l'éprouver de façon plus sérieuse, c'est, pourrait-on dire, enfin en faisant l'exercice que je vous ai proposé de réaliser dans la pénombre, là, c'est, pourrait-on dire, le bon goût, la saveur de la vérité. Alors après, je suis bien entendu prêt à en discuter. Le lieu unique et la vaillante association Philosophia ne reculent devant aucun sacrifice pour satisfaire leur aimable public. Et donc voici devant moi, non pas un, non pas deux, mais bel et bien 3 cadeaux surprises que j'offrirai tout à l'heure lors des questions aux 3 premiers d'entre vous qui me donneront un bon argument pour falsifier le cogito. Voilà. Les professeurs de philosophie et assimilés sont exclus du concours, donc le premier rang, là, taisez-vous. Tous les autres, allez-y, j'attends. Quelques remarques pour finir, et puis après, nous pourrons discuter, vous pourrez essayer de gagner les magnifiques cadeaux surprises. 3 remarques. Alors, première remarque sur le caractère exceptionnel du cogito. Ce caractère exceptionnel du cogito, il a en quelque sorte été validé par la postérité. Alors sa postérité chez les philosophes, bien sûr, et elle est grande. Depuis Descartes, il n'y a pratiquement pas eu de philosophe important qui ne se soit pas senti obligé d'une façon ou d'une autre de discuter cette affaire. Mais surtout parce que le cogito est un des rares, sinon le seul,
en tout cas le seul à ce degré, énoncé de philosophie qui a échappé aux spécialistes pour devenir réellement populaire. Et on a parlé tout à l'heure, Stéphane Vendée a parlé de philosophie populaire dans son introduction. Nous sommes en pleine philosophie populaire au sens noble du terme. Chacun en France connaît ces énoncés qui font la popularité du cogito. Chacun connaît le cogito d'abord, et chacun connaît ces énoncés qui font la popularité du cogito, c'est-à-dire ces calembours et variations plus ou moins réussies qu'on peut glaner au détour des conversations de bistrot ou des repas en famille. Je vous en donne simplement quelques exemples, mais je suis sûr que vous en connaissez tous, et je parierais qu'une bonne partie des gens dans la salle, se sont déjà laissés aller au moins une fois dans leur vie aux joies subtiles du calembour cartésien, on va dire. Le bricoleur dit « je pince, donc je suis ». Ou je ponce, donc je suis. Le garçon de café dit j'éponge, donc je suis. L'infirmière dit je pense, P-A-N-S-E, donc je suis. Le paranoïaque dit je pense qu'on me suit. Le joueur, etc., etc. L'amateur de contrepétrie dit je pense, donc je boude. Donc tout le monde connaît ça. Je vous montre à présent quelques textes pris dans le domaine de la chanson populaire. Jean-Jacques Goldman, Les choses. Je prie les choses et les choses m'ont pris, elles me posent, elles me donnent un prix. Je prie les choses, elles comblent ma vie. C'est plus je pense, mais j'ai, donc je suis. C'est d'une beauté, c'est d'une beauté. Olivia Ruiz, Mon corps, mon amour. Mon corps s'engourdit, mon amour, j'appelle tes sens en dernier recours, pas un credo, plus que l'envie, je baise donc je suis. C'est magnifique, on reste sans voix devant la perfection formelle de ces vers, on touche à la poésie pure. Voici une boîte de pansements. Je pense donc je suis. Voici du vin. Michel Bédouet, vigneron, producteur au Palais, c'est un camarade, achetez son bon vin. Vous avez une cuvée Cogito et une cuvée Ergo Sum. Voici un magnète acheté à Rome, à côté du Vatican. On ne voit pas pourquoi, mais qui montre que cet énoncé aussi est emblématique d'une certaine latinité. Voici la une de l'hebdomadaire Newsweek en 2001, sortie de l'iPod, le lecteur MP3 d'Apple. C'est l'hebdomadaire le plus lu à l'époque, pour vous montrer aussi que ce dont je suis en train de vous parler dépasse le monde francophone. Donc Steve Jobs avec le iPod, therefore I am. Voici un petit graffiti que j'ai photographié un jour. Donc attention. C'est pas seulement pour vous faire rire. Je pense que c'est unique. Je ne connais pas d'autres énoncés techniques de philosophie. Je vous ai montré tout à l'heure que c'est un énoncé technique qui ait connu une pareille consécration populaire. Voilà. Et donc, moi, je vois dans tout ce que je viens de vous montrer là une forme rendue par les gens, une forme d'hommage rendu par les gens au caractère tout à fait exceptionnel de cet énoncé. Alors évidemment, deuxième remarque, on peut prévoir que le sceptique ne va pas si facilement s'avouer battu. Arrivé à ce point, que va-t-il faire, le sceptique? Il va ricaner. Et il va poser une question difficile, celle dont Angélique Théber nous a rappelé tout à l'heure que Ponce Pilate la pose à Jésus-Christ, et on n'a malheureusement pas la réponse de Jésus-Christ. La question c'est, qu'est-ce que la vérité? Bon. Et ça, c'est un piège. C'est un piège parce que pour y répondre à cette question, il va falloir envisager des définitions difficiles qui, depuis toujours, nourrissent les disputes entre philosophes. La vérité, pourra-t-on dire, Angélique nous l'a dit tout à l'heure, c'est l'adéquation, la conformité d'un énoncé et de la réalité qu'il décrit. C'est la définition classique de la vérité qu'Angélique nous a rappelé tout à l'heure. Mais évidemment, comme Angélique nous l'a rappelé aussi, comment est-ce qu'un énoncé pensé ou proféré peut-il être conforme, de même forme, qu'un objet extérieur ou un événement du monde? Alors, on a envie de dire, dans ces cas-là, c'est peut-être que la vérité est une propriété inscrite à l'intérieur des énoncés, mais sans rapport à la réalité.
Mais si la vérité n'a rien à voir avec la réalité, ça devient très embêtant. Et donc vous voyez qu'un instant terrassé par le cogito, le sceptique va évidemment trouver dans ces discussions des forces nouvelles et l'envie de revenir sur ce qu'il a été contraint de concéder. C'est-à-dire, on va nous dire, mais avant d'admettre la vérité du « je pense donc je suis », est-ce qu'il ne faut pas au moins se mettre d'accord sur ce que c'est que la pensée et ce que c'est que l'être, etc. Alors cette fois, je crois qu'on a joué le jeu du sceptique tout à l'heure. Là, cette fois, je pense qu'il ne faut pas accepter de rentrer dans le jeu du sceptique. Le cogito permet d'isoler un effet de présence indubitable, un acte de pensée dont nous savons qu'il est vrai parce que nous en sommes certains et que dans ce type d'acte, la vérité se manifeste d'elle-même. Ceci posé, il est effectivement difficile d'expliquer de manière complète et incontestable comment et pourquoi cet énoncé est vrai. De même, nous pressentons qu'il va être difficile de parvenir à des définitions absolument satisfaisantes de notions comme vérité, pensée, être. Alors d'abord parce que c'est la nature même d'une définition de nous engager dans un processus de régression. Pour définir, il faut des mots, et puis ces mots, il faut encore les définir, etc. Et puis peut-être, comme le disait Pascal ou Descartes, parce qu'il y a des mots comme être, penser, mais aussi quelques autres termes, unité, durée, temps, qui sont des termes premiers, des éléments fondamentaux qui constituent toute pensée et qui la rendent possible, de sorte qu'on ne fait que les obscurcir, ces mots, en voulant les élucider. Alors. On va faire quelques tests. On va aller voir la jeunesse là-bas. Là, voilà. Alors, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis en terminale ES. Vous êtes contente d'être en terminale ES? Oui. Et là, vous êtes bien? Oui. Alors, vous venez de répondre à 2 questions avec le verbe être. Vous avez compris ce que j'ai dit, ce n'est pas inintelligible, vous avez compris le sens de ma question. Est-ce que maintenant vous pouvez me définir ce que c'est que être? Un verbe. Ça marche pour tous les verbes, donc non, c'est trop imprécis. Bon, c'est dur, hein? Ouais, voilà. Alors, monsieur, ça fait combien de temps que je parle? 35 minutes, c'est exactement ça. J'ai utilisé le mot « temps » dans ma question, vous avez compris ce que je voulais dire. Maintenant, est-ce que vous pouvez me définir le temps? Le temps, c'est le temps qui passe. Le temps, c'est pas... Oui, mais on ne peut pas définir une chose en se servant du mot qu'on définit, ça ne va pas. Bien, bah oui, mais non, mais c'est normal. Ça aurait été la même chose si j'étais allé du côté des super spécialistes de la philosophie là, qui sont au milieu. Je vous remercie. Vous connaissez, vous êtes dans la même classe? Bon, alors, on va dire, j'en ai pas beaucoup, mais je vous donne un cadeau surprise pour vous remercier de votre... voilà. Donc vous pouvez venir le prendre à la fin. Il n'y en a plus que 2 à gagner, du coup, à présent. Donc le sceptique joue là-dessus. D'accord? Le sceptique joue sur cet état de fait que nous constatons, l'impossibilité où nous sommes de définir un certain nombre d'éléments premiers, de termes premiers qui constituent la pensée, pour nous enferrer dans des arguties et refuser ce qu'il a été obligé de concéder avec le cogito. Mais là, je crois que cette fois-ci, il ne faut pas accepter de rentrer dans le jeu du sceptique qui révèle en un sens sa vraie nature dans ses arguties. Le sceptique est un mauvais joueur qui ne veut pas admettre que sur cette affaire, il a perdu. Troisième remarque, je pense donc je suis. Donc vous remarquez que c'est à la première personne du singulier. Tout ça se passe à la première personne du singulier. Et donc ça nous met sur la voie d'une philosophie conçue comme appropriation. Et il est appropriation personnelle des énoncés, et il est loin d'être indifférent que le cogito se présente à la première personne du singulier. Alors par exemple, vous pourriez être tenté de dire « Ah oui, mais à la place du cogito, on pourrait mettre quelque chose comme « Pour penser, il faut être ». Ça, c'est une vérité impersonnelle où vous ne vous engagez pas. Quand vous dites ça, vous n'y êtes pas impliqué. Alors, ce n'est pas très satisfaisant. Donc il y a un moyen d'échapper à l'impersonnalité de l'énoncé comme « Pour penser, il faut être », c'est passer une proposition du type « un tel pense, donc il est ». Alors sur le programme, j'avais annoncé des expériences de pensée à la première personne du singulier. Donc si vous me suivez, on a déjà fait celle du doute et celle du cogito. Maintenant, on va faire une 3e expérience de pensée. Nous allons faire penser quelqu'un. Voilà.
Donc je vais prendre quelqu'un au hasard, à nouveau, dans la salle, et je vais le faire penser. Alors, mademoiselle qui rigolait là, mademoiselle qui rigolait, comment vous appelez? Clémence. Clémence. Alors Clémence, est-ce que vous voulez bien penser, s'il vous plaît? Allez-y. Alors, plus fort, s'il vous plaît. Bien, qu'est-ce qui se passe? On ne sent absolument rien. Alors vous allez me dire, c'est parce que Clémence, elle est en terminale, elle est un peu jeune, elle n'est pas habituée. Donc on va prendre quelqu'un qui est plus habitué à penser. Alors là, au premier rang, j'ai toute une branchette de techniciens de la pensée, de professeurs de philosophie surdiplômés. On va prendre Jacqueline Lagré qui vient de Rennes. On va demander, Jacqueline, est-ce que tu veux bien penser? Là, on a affaire à une penseuse de compétition. On ne peut pas rêver plus fort. Voilà. Ouais, non, pensez. Alors vous allez me dire, elle me dit oui c'est parce que je pense pas à voix haute, mais ça c'est pas, il y a plein de trucs qui parlent et qui pensent pas. Mes enfants ils ont un petit chien en plastique qui parle, ils pensent pas. Mon smartphone il parle, je pense pas qu'il pense, enfin j'en sais rien, mais puisque je suis en train de vous expliquer ça ne peut se faire qu'à la première personne du singulier. Mais donc vous voyez bien que ça dépend pas de la qualité. Qu'est-ce qui apparaît dans cette affaire-là? Il apparaît, alors on va maintenant, allez-y tous, s'il vous plaît, pendant que je me réinstalle, pensez. Vous sentez quelque chose en vous? Si, c'est de la pensée. Voilà, c'est de la pensée. Ce quelque chose, vous ne l'avez jamais senti qu'en vous. Vous ne l'avez pas senti dans Clémence quand il est arrivé à Clémence tout à l'heure. Vous ne l'avez pas senti dans Jacqueline quand c'est arrivé à Jacqueline tout à l'heure. Et je dis ça en donnant au mot penser un sens extrêmement large. Toute activité mentale, y compris les sensations, c'est quelque chose qui ne s'expérimente qu'à la première personne du singulier. On dit souvent, alors ce sont des trivialités pour les philosophes de profession, mais je les rappelle pour les autres, on dit souvent je sens bien que tu es en colère. On prétend souvent avoir senti ce que l'autre sent. Je sens bien que tu es en colère, je sens que tu es fâché, etc. En fait, non. Ce sont des expressions mal formées. À proprement parler, je ne sens pas la colère d'autrui. Je vois sur le visage d'autrui des signes que j'interprète comme indiquant la présence en lui d'un sentiment analogue à la colère que j'ai déjà expérimenté en moi. Mais la colère ou la souffrance ou le plaisir ou la pensée d'autrui, ce sont des activités essentiellement solitaires, individuelles, opaques à toute autre activité que la mienne propre. Et donc j'essaie de récapituler après toutes ces variations qui avaient pour but de vous faire apparaître le caractère tout à fait exceptionnel de cet énoncé qu'on appelle le cogito. Pour penser il faut être, c'est trop général. Jacqueline pense donc elle est, c'est trop impersonnel. Il en est tout autrement avec je pense donc je suis. Le passage à la première personne du singulier permet de réunir dans cette proposition les caractéristiques éparses dans les formules précédentes que je viens de signaler ou de vous faire tester. La certitude, bien sûr, puisque l'énonciation de cette proposition prouve par le fait même que je pense. La précision, on parle d'un individu, moi, et à cela s'ajoute une perpétuelle puissance de renouvellement ou d'appropriation. Je pense donc je suis est une proposition différente pour chacun d'entre nous, puisque le « je » renvoie à l'individu qui la prononce, et chaque prononciation de cet énoncé est un acte qui modifie l'individu qui le prononce, qui fait qu'il rend sien cet énoncé, puisqu'il s'y engage comme sujet. À nouveau, simplement au sens grammatical de la notion. Et ainsi, chaque fois que quelqu'un refait l'expérience intellectuelle proposée par Descartes, c'est le début d'une nouvelle histoire, celle d'une pensée à nul autre semblable, qui commence à s'apercevoir en tant que telle. Et donc j'espère qu'après ça, vous ne direz plus que la lecture des anciens philosophes, c'est vrai, Descartes c'est vieux, s'apparente plus à de l'histoire qu'à de la philosophie, et ne conduit guère qu'à la répétition servile de sentences qui ne nous concernent plus. La première et la seconde méditation de Descartes et le cogito offrent justement à chacun, érudit ou non, philosophe ou non, la possibilité de réaliser pour son propre compte
un acte authentiquement philosophique. Je conclus. Le temps défait tout. Le temps mine, le temps use et le temps détruit. Regardez, voici un portrait présumé de Descartes jeune. Il a une vingtaine d'années, c'est l'âge qu'il avait sans doute lorsqu'il a réalisé la méditation dont je viens de vous parler et qu'il a remporté la bataille du cogito. Voici un portrait plus connu. On a longtemps dit qu'il était de Franz Hals, sans doute ne l'est-il pas, mais c'est le portrait, donc c'est Descartes à l'âge mûr, en train de développer sa philosophie qu'il voulait fonder sur le cogito. Et voici Descartes vieux. Il a mon âge, à peu près. Il a 50 ans, mais à cette époque-là, on est un vieillard à 50 ans. Et on voit bien qu'il n'est pas très en forme. Le temps défait tout, donc le temps défait, le temps mine, le temps use et enfin le temps détruit. Et donc, bien sûr, le sceptique finira par retrouver des forces et même par avoir raison à la façon dont le plus vigoureux des corps n'échappera pas à l'affaiblissement, à la décrépitude et à la mort. Et on pressent bien en ce sens qu'après le moment philosophiquement triomphal du cogito, les choses vont immanquablement se gâter, sur tous les plans. Quel était en effet le projet philosophique de Descartes? En partant de ce point de certitude inébranlable, irrécusable qu'est le cogito, Descartes voulait édifier une philosophie absolument certaine, tout aussi inébranlable que ce premier principe. Et bien entendu, cela n'a pas marché. Le beau projet cartésien d'étendre la certitude inébranlable du « je pense donc je suis » à d'autres énoncés philosophiques, voire à l'ensemble de la philosophie, voire à l'ensemble du savoir humain, fut un échec. Bien sûr, le cogito lui-même n'échappe pas aux critiques. Elles ont été, elles demeurent encore nombreuses. Et on peut même, face à cet étonnant amas de gloses, de commentaires, de critiques, d'objections de toutes sortes, je ne sais pas s'il faut se réjouir de l'étonnante fécondité du geste cartésien ou déplorer cette espèce d'affadissement du cogito au fur et à mesure des reprises, à la façon dont le son s'affaiblit à chaque fois que l'écho le répercute. Alors quelles sont-elles ces critiques que je vous en signale quelques-unes à toute allure et on pourra en discuter si vous voulez. On peut dire d'abord, on a l'impression qu'on obtiendrait des résultats équivalents avec une multitude d'énoncés. Par exemple, je me promène donc je suis. Objection de Gassendi, un des contemporains de Descartes. Objection à sa manière aussi du philosophe Leibniz. On peut dire que le cogito bloque la réflexion sur le moi plus qu'il ne la libère, puisque je constate vite que je suis incapable de déterminer ce que c'est précisément que ce « je » qui a dit qu'il pensait. C'est l'objection de Kant en un sens, de Malebranche également. On peut dire qu'on passe dans cette affaire un peu vite du sujet comme fonction grammaticale, sujet du verbe, au sujet au sens philosophique, substance, objection de Nietzsche. On peut dire, nous pouvons dire, nous à qui Rimbaud a appris que je est un autre, que nous ne sommes pas très sûrs que le je qui dit je pense est le même que celui qui est. C'est-à-dire que la conscience que j'ai de moi-même comme pensant est identique à ce que je suis. Et ça sera l'objection, par exemple, du psychanalyste Jacques Lacan, qui a écrit des belles choses sur le cogito, etc. etc. Bien sûr, nous ne sommes plus cartésiens, nous pour qui le discours philosophique et métaphysique est au mieux probable et le plus souvent de l'ordre de la conjecture, peu ou mal assurée. Et la certitude absolue, inattaquable, nous autres modernes, nous l'attribuons plutôt aux énoncés des sciences dites exactes. Et puis encore, nous les modernes, nous sommes devenus soupçonneux. Quand un philosophe ou un cartésien nous parle de vérité, de certitude, la tentation est grande, pour nous modernes, d'après Nietzsche et Freud, de le rembarrer d'une série d'interrogations soupçonneuses. Après tout, la vérité, à quoi cela sert-il ? Et que veux-tu vraiment, toi qui dis vouloir le vrai, que cache, quels désirs inavoués cachent cette quête éperdue de certitude ? Bien sûr. Il reste que la grandeur de Descartes est de nous avoir légué cet énoncé qui résiste, provoque, énerve
et suscite la réflexion depuis bientôt 400 ans. Je pense, donc je suis, c'est vrai chaque fois que je le dis. Et quand je ne le dis plus, je ne sais pas trop. Et Descartes n'a-t-il pas échoué dans son projet de trouver d'autres énoncés aussi certains que celui-là? Assurément, il a échoué. Et les sceptiques ricanent, cela n'a rien d'étonnant, c'est ce qu'ils font toujours. Mais je pense, donc je suis, cela c'est vrai. Assurément, c'est peu de choses, mais après tout, c'est déjà cela. Et cela montre qu'une certaine conception classique de la philosophie, conçue comme recherche de la vérité, n'est pas complètement vaine ou à tous égards insensée. Aux inévitables heures de doute, d'inquiétude et de fatigue, quand le découragement intellectuel saisit ou accable, lorsque tentent les séductions et les facilités toujours renaissantes du scepticisme, ceux qu'intéresse encore cette conception classique de la philosophie pourront donc relire les 2 premières méditations de Descartes pour y puiser réconfort et confiance et, rassurés, se remettre au travail. Je vous remercie.